Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur l'analyse des éléments en acier avec IDEA Statica Member. Donc nous allons nous focaliser sur l'analyse au deuxième ordre des éléments en acier en tenant compte des imperfections. Un petit mot avant de débuter la présentation en elle-même. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation, mais vous pourrez utiliser la fenêtre questions pour poser vos questions lors de la présentation et nous laisserons un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Et s'il y en a quelques-unes auxquelles j'aurai pas le temps de répondre, je peux toujours vous faire un retour plus tard, il n'y a pas de souci. Et à noter aussi que ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Normalement, ça devrait arriver d'ici demain. Donc, comme on a discuté tout à l'heure, le sujet du webinaire sera l'outil IDEA Statica Member. Et un petit mot pour me présenter, donc je m'appelle Tarek Sheiban et je suis ingénieur au support technique chez SIA. Et pour le contenu, on va commencer par une petite introduction sur la partie théorique. On va ensuite passer à l'analyse au second ordre en elle-même. On va voir qu'il va être faite avec deux manières différentes, à travers deux exemples. L'un sera un peu simple et l'autre sera un peu plus compliqué. Et on finira bien sûr par une petite conclusion. Donc, au sujet de l'introduction qui va porter sur la partie théorique. Le dimensionnement et la vérification se fait normalement selon la norme avec la partie 5.2 de l'EN 93.1.1 pour faire une analyse globale de la structure, donc pour vérifier sa stabilité. Il y a notamment un critère qui doit être vérifié, c'est le facteur alpha critique, qui correspond à la division de la charge critique FCR par la charge appliquée à la structure FED. Si cette valeur est supérieure à 10, on peut se contenter d'analyse au premier ordre avec la géométrie initiale de la structure. Donc, on ne tient pas compte des éventuelles imperfections. Donc, il s'agit d'un critère pour les constructions standards. Alors que l'analyse au second ordre est nécessaire quand justement cette alpha critique est inférieure à 10. Et on va en ce moment-là considérer la géométrie déformée de la structure. Et donc, pour commencer à parler de ces imperfections, ce qu'il faut savoir, un petit mot avant de discuter de ces imperfections, sur les différentes manières de réaliser ce calcul au second ordre. Donc, c'est une vérification de la stabilité qui est faite en introduisant des imperfections et les effets au second ordre. Et les trois options sont une solution non linéaire géométrique d'une construction complètement imparfaite, qu'on appelle GNIA dans IDEA Statica Member. Donc, c'est la solution la plus avancée et qui consiste en une solution numérique aux éléments finis qui prend en compte les imperfections et tous les paramètres nécessaires. Le deuxième moyen, c'est d'utiliser des efforts horizontaux multipliés par un certain facteur, par exemple 1,2. C'est une solution très simple, mais d'un autre côté, ça conduit à un surdimensionnement de la structure. Et la troisième option, c'est utiliser des longueurs de flambement. C'est le calcul analytique qui est décrit par les normes comme l'Eurocode, par exemple. Et donc, justement, sur ces imperfections-là, il s'agit en fait d'imperfections qui peuvent être dues d'un côté à un défaut de fabrication ou bien à une imperfection qui a lieu durant la phase de construction, où nous avons par exemple un défaut de planéité ou de rectitude au moment de la mise en place, et il y a des petites excentricités qui vont apparaître, et on va avoir donc des contraintes résiduelles qui vont apparaître. Et il y a également deux types d'imperfections. Ça peut être des imperfections globales ou bien des imperfections locales. Donc, les imperfections globales sont plutôt une déformation initiale qui est sous forme d'une inclinaison globale de la structure et qui est représentée par le coefficient phi ou le facteur phi dans l'Eurocode. Alors que l'imperfection locale, elle est plutôt due à des défauts de fabrication. Elle est représentée par une imperfection initiale E0 qui est donc unique à chaque part et qui est donnée en millimètres et qui représente l'amplitude d'une imperfection de cette barre-là. On va en parler bien sûr un peu plus en détail tout à l'heure. Et nous allons donc commencer par un premier exemple qui sera un exemple simple pour lequel on va faire une comparaison entre une solution analytique, donc qui va utiliser l'option 3 dont on a parlé tout à l'heure, et une solution numérique qui est la solution proposée par IDEA Statica Member. Et ce qu'on va calculer, c'est la valeur QBRD
donc qui est la capacité de la poutre, qui va être comparée à la charge linéique appliquée à cette poutre-là. Donc, en quoi va consister ce premier exemple? Il s'agit en fait d'une poutre simple, donc une poutre avec simplement appuyé, une section IPE 180 avec une once d'acier S235. Nous allons lui appliquer une charge linéique de 20 kN par mètre et la portée de cette poutre va être de 3,5 mètres. Donc, comme vous le voyez, c'est un cas assez simple. Et pour la solution analytique, il s'agit en fait de calculer, l'objectif donc, c'est de calculer le moment de résistance au flambant, MBRD. Donc, c'est un moment qui est calculé à travers l'équation qu'on voit à l'écran. Et pour pouvoir le déterminer, il y a une liste de paramètres, bien sûr, que nous allons obtenir à partir des tableaux et des formules de l'Eurocode. Et donc, c'est une procédure qui va être faite à plusieurs étapes. Il s'agira aussi de calculer le moment critique élastique, MCR, ceci est bien détaillé, comme vous voyez ici, sur la présentation. Donc, la première étape va consister à déterminer les propriétés de la section. Donc, il y aura des propriétés de moment d'inertie, etc., qui vont être calculées. Ensuite, on passera aux propriétés du matériau en lui-même et aux propriétés liées aux appuis. Donc, on va utiliser le tableau I.2 de l'Eurocode pour déterminer d'un côté les coefficients de flambement, KY, KZ, le coefficient de voilement, KW. Et donc, ces valeurs vont dépendre de la rigidité des appuis. Donc, ici, il s'agit d'une poutre simplement appuyée. Et donc, on va avoir un facteur égal à 1 pour tous ces paramètres-là. Ensuite, on va pouvoir déterminer tous les autres paramètres nécessaires à partir du tableau de la même manière. Donc, vous voyez, c'est toujours les valeurs qui correspondent à la première ligne où la poutre est simplement appuyée. Et on pourra également déterminer les centres de gravité de la section et d'autres centres intéressants pour cette section-là. Comme vous voyez, donc ça reste une procédure assez simple. Et ensuite, on va devoir déterminer quelques paramètres adimensionnels. Et vous allez voir, donc il y a une certaine liste ici, il y en a 2 ou 3. Et on va ensuite calculer le paramètre critique mu-CR. Ensuite, on pourra finalement calculer le moment critique MCR et le facteur donc d'élancement lambda LT. Et il restera encore un paramètre à déterminer qui est alpha LT et qui est déterminé à partir du tableau 6.3 et donc c'est l'imperfection pour les courbes de déversion. En fait, c'est un facteur pour cette imperfection. Et de ce facteur-là, on va tirer d'autres paramètres qui vont être calculés également, comme vous voyez à l'écran. Et finalement, on va pouvoir obtenir le moment de résistance au flambement qui était le moment qui nous intéresse. Et donc, à partir de ce moment-là, si on fait un calcul inverse, on va pouvoir calculer la résistance de calcul au flambement, QBRD. Et dans ce cas-là, on obtient une valeur de 13,25 kN par mètre qui est inférieure à la charge appliquée de 20 kN par mètre. Ce qui veut dire donc que la poutre ne vérifie pas le contrôle. Et donc, la méthode analytique qu'on voit ici est très simple et on pourrait la reproduire d'une manière très facile dans un fichier Excel, par exemple. Et elle est suffisante donc pour ce genre de poutre simple. Si on passe maintenant à la solution proposée par IDEA Statica Member, on va voir qu'en fait, on va pouvoir modéliser cette poutre avec des appuis qui vont être plutôt représentés par des poteaux avec une section de HA 400. Et en fait, la portée de cette poutre, qui est de 3,5 mètres, correspond à la distance entre les semelles des poteaux. La vraie longueur de l'élément à prendre dans le calcul va être l'entraxe, qui est de 3,429 mètres plutôt. Et à noter aussi que les assemblages réalisés dans IDEA sont pris en compte et donc on va considérer la vraie rigidité calculée pour ces assemblages-là dans le calcul de la stabilité de la poutre. Et dans ce cas-là, ce que nous allons faire, on va réaliser l'assemblage que vous voyez à l'écran. Et j'avais déjà fait un calcul au préalable et on avait pu vérifier que c'est bien un assemblage avec une classe articulée, comme vous voyez ici. Et donc, l'hypothèse de base que c'est simplement appuyé est vérifiée. Donc, on va passer maintenant à la démonstration en direct dans le logiciel. Donc, voilà à quoi ressemble
IDEA Statica Member. Donc, la première chose à faire, c'est donner un nom au projet. Donc, je vais l'appeler webinar. Et il va falloir choisir la norme. Donc, on va garder l'Eurocode. Et comme vous voyez, donc l'Union associée, il propose du S355 par défaut. On va aller choisir le S235 qu'on avait vu dans l'exemple analytique. Il y a aussi une classe de béton qui est proposée. C'est dans le cas où vous aurez peut-être un bloc béton, comme un pied de poteau par exemple. Dans notre cas, ce ne sera pas nécessaire. Et concernant la géométrie, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir une poutre simple, comme ici, ou bien plutôt un poteau, comme on peut le voir également, ou une géométrie un peu plus complexe avec éventuellement plusieurs barres pour former peut-être un portique ou d'autres formes de structures, avec aussi des formes un peu plus avancées. Pour l'instant, on va se contenter de la forme d'une poutre simple et pour la travée, on va lui appliquer une longueur de 3,429 mètres, comme on l'a vu dans le modèle tout à l'heure. Et pour la section, je vais garder du HEA 400 et il suffit de cliquer sur Créer un projet pour lancer ce dernier. Comme vous pouvez le voir, l'interface ressemble un petit peu à IDEA Statica Connection pour ceux qui connaissent et qui l'utilisent pour le calcul des assemblages. Donc, on va bien notre poutre avec les deux appuis, les deux poteaux, mais on va également supprimer ces deux barres supplémentaires dont on n'a pas besoin dans notre cas. Voilà, il suffit de cliquer sur supprimer. Et pour les poteaux, je vais essayer de la raccourcir un petit peu, garder 1 mètre au-dessus et 1 mètre en dessous, juste pour éviter d'éventuelles déformations résiduelles qui vont apparaître à cause de l'élancement. Et donc là, je vais également raccourcir de ce côté-là. Et ce qu'on va pouvoir ensuite faire, c'est définir la bonne section pour la poutre. Donc, si on clique sur la poutre ici, on voit bien que ses propriétés sont représentées à droite et on peut cliquer sur le petit plus pour aller chercher le profilé laminé qui nous intéresse, qui est en l'occurrence l'IPE 180. Voilà. Et concernant les charges, il y a déjà une charge qui est appliquée ici, vous la voyez graphiquement. L'intensité est de 20 newton, l'intensité souhaitée en fait est de 20, alors qu'il y en a 30 par défaut. On va mettre simplement -20 à la place. Et voilà. Donc là, on a déjà la bonne géométrie et les bonnes charges. Il va falloir qu'on définisse les assemblages. Donc, on peut les sélectionner soit graphiquement en cliquant sur le petit carré, le petit cube ici, ou bien dans la liste à droite, vous avez les deux nœuds où vous pourrez créer des connexions, des assemblages. Et donc, je vais prendre le premier, connexion 1, et cliquer sur éditer la tâche. Et en fait, il va vous ouvrir le logiciel IDEA Statica Connection que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine. Donc, à l'instant, le temps qu'il mouline. Donc, c'est une version, je vais essayer de le récupérer sur le bon écran. C'est une version un petit peu allégée du logiciel dans le sens où vous allez pouvoir toujours faire les modélisations que vous connaissez, mais en fait, le calcul ne pourra pas se faire ici. Donc, vous voyez que c'est gris. Donc, je vous propose de réaliser donc une connexion en utilisant les connexions préétablies dans le logiciel. Je vais simplement sélectionner les deux éléments et leur proposer cet assemblage. Donc, je vais garder du boulon M16 8.8 et je vais aussi utiliser la proposition de préconception que Luciel donne, vous voyez, pour avoir des dimensions un petit peu plus logiques qui dépendent des dimensions de nos éléments. Et je vais simplement, au niveau des platines, des soudures, pardon, définir une épaisseur de 4 mm et mettre le bon matériau pour la soudure. Et c'est tout bon, on peut l'enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut le fermer. Et si on revient dans IDEA Member, on va voir que cet assemblage est visible, comme vous voyez ici. Reste à définir le deuxième assemblage qui sera similaire. Donc, on peut soit sélectionner l'assemblage existant et cliquer sur Appliquer pour le reproduire, ou bien revenir dans Éditer la tâche. Ça peut être utile dans le cas où vous avez un assemblage différent, bien sûr, de l'autre côté.
Voilà, donc je vais le faire assez rapidement, ça sera la même procédure, toujours cet assemblage simple, les mêmes boulons, et je vais simplement définir le bon matériau pour la soudure et lui mettre une dimension 4 millimètres et tout est bon. Je vais sauvegarder et refermer la fenêtre. Donc là, nous avons tout ce qu'il nous faut et on peut en fait se lancer dans le calcul du projet. Ceci peut se faire dans l'onglet vérification ici. Et là, en fait, on a accès à trois types de calculs. Je vais commencer par la première méthode, la méthode MNA. MNA, donc, je vais lancer le calcul, qui va correspondre à un calcul standard. J'ai peut-être une petite erreur dans ma platine. Excusez-moi, je vais revérifier. Hop, c'est tout bon normalement. Donc, vous pouvez le voir, on peut revenir sur l'assemblage pour le modifier éventuellement. Ah, pardon. Donc là, il a dû mal créer les boulons. Ouais, ils sont trop proches. Ici, donc je vais remettre les valeurs qu'on avait vues là-bas, moins 35. Voilà, plutôt. Je vais plutôt essayer de les centrer ici et mettre moins 35 là. Voilà. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et là, j'ai sauvegardé à nouveau et je vais essayer de relancer le calcul. Voilà. Donc, cette première méthode MNA, c'est un calcul standard aux éléments finis qui utilise la méthode CBFM qui a été développée par IDEA Statica et qui est notamment utilisée dans l'outil IDEA Statica Connection qui calcule les assemblages. Et ceci ressemble au calcul réalisé par les chefs de calcul de structure standard. Et on voit ici que la structure ou la poutre vérifie le contrôle. Vous avez le résultat du contrôle à droite. Et vous avez ici un message montrant que le calcul appliqué et la charge appliquée est à 100%, donc il a appliqué toute la charge sur la structure. Et ce qu'on pourrait éventuellement voir, c'est déformer avec la somme des déplacements, avec des couleurs, en cliquant sur ce bouton-là, et on pourrait agrandir l'échelle pour exagérer un petit peu cette déformée-là, comme vous le voyez ici. Et la deuxième méthode consiste à réaliser le calcul d'un flambement linéaire. C'est la méthode qu'on appelle LBA. En fait, c'est un calcul du flambement qui nous donne les coefficients et les formes de flambement de la poutre analysée. Et donc, je vais lancer le calcul pour voir ce que on va obtenir. Voilà. Donc, ce que vous voyez représenté à l'écran, c'est le premier mode de flambement. Et à droite, vous pouvez voir les différents coefficients de flambement calculés. Donc, à chaque mode, vous avez un coefficient correspondant et vous avez la forme correspondante. À nouveau, je peux cliquer sur U somme pour avoir la somme des déformés. Et bien sûr, ici, la déformée est un petit peu exagérée. Je peux la réduire avec une échelle à 5 au lieu de 20. On va voir cette forme-là à laquelle on peut s'attendre
bien sûr. On peut voir aussi d'autres formes. La forme 2 avec un quotient de 3,25, par exemple. Voilà. Et on peut aller jusqu'à la dernière forme. Là, ça va être des formes un peu théoriques qui ne seront jamais atteintes. Comme vous voyez, la déformée est un peu bizarre. C'est obtenu avec un alpha égal à 18,7. Donc, c'est très, euh, c'est très peu probable d'avoir ce type de forme-là. Et donc, à quoi correspond cette alpha, cette valeur? Donc, c'est bien l'alpha critique. Et donc, quand c'est inférieur à 1, ceci signifie que la structure est instable, comme les charges stabilisantes sont plus petites que les charges déstabilisantes. Et en fait, ceci nous indique que la poutre ne passe pas le contrôle de stabilité. Et la dernière méthode de calcul proposée, c'est la méthode GMNIA, qui est en fait la méthode d'analyse non linéaire géométrique complète avec prise en compte des imperfections, des rigidités des assemblages et des positions des charges. C'est l'analyse la plus avancée disponible en ce moment sur le marché et que vous pouvez utiliser pour ce type d'analyse. Mais avant de réaliser ce calcul-là, il faudrait au préalable définir la valeur de l'imperfection locale sur cette poutre-là. Ça va être rempli dans cette case-là de l'imperfection. Et donc, il nous faut calculer cette valeur de E0. Comment faire ça? Je vous propose donc de revenir dans la présentation pour revoir comment on peut le faire d'une manière très simple. Donc, en fait, il s'agit d'aller vérifier ces deux tableaux-là de l'Eurocode, le tableau 6.4 et 5.1. Le premier va servir à définir la courbe de flambement de la section et ça va dépendre de la forme de la section et aussi du ratio de la hauteur sur la largeur de la section. Ici, ce ratio est inférieur à 2, on peut donc conclure que c'est une section avec une courbe A. Et à partir de là, on va aller regarder le deuxième tableau et on voit que pour une courbe A et pour une analyse plastique que nous allons considérer, le rapport E0 sur L est égal à 1 sur 250. Et en faisant un calcul simple, en divisant la portée par 250, on obtient une imperfection locale E0 de 14 mm à appliquer. Donc je reviens rapidement dans IDEA et on va mettre cette valeur de 14 mm, directement ici. Et on va lancer le calcul GMNI. Et durant ce calcul, vous allez le voir, on va remarquer voilà, que la force appliquée, la charge appliquée, arrive à 100% puis ça redescend. Ça signifie en fait qu'il y a une certaine plastification qui a lieu et on était déjà au courant que ça allait se passer parce qu'en fait on avait vu dans le calcul analytique que la poutre ne vérifie pas le contrôle de stabilité et également dans le calcul du flambement dans Idia Statica, on a vu tout à l'heure que le coefficient est de 0,87 donc inférieur à 1 et donc la poutre ne passait pas le contrôle et il y a bien une plastification qui est attendue. Ça va bientôt finir de calculer. Voilà. Donc, vous voyez directement que le contrôle n'est pas vérifié, puisqu'en fait, la charge appliquée ne correspond qu'à 70% de la charge totale. Donc, la charge que le logiciel a pu appliquer sur la structure sans qu'elle ne devienne instable correspond à simplement 70% de la charge totale appliquée. Et donc, à partir du moment qu'on dépasse cette valeur de 70%, la structure devient instable. On voit bien la forme de la déformée ici. Et il y a aussi le contrôle qui est donné à droite comme tout à l'heure. Et on pourrait à nouveau remettre la déformée avec les couleurs, avec la déformée totale. Et donc là, on peut s'apercevoir que la poutre ne passe pas le contrôle et on pourrait en fait agir sur cette poutre-là d'une certaine manière pour qu'elle puisse vérifier le contrôle. Nous allons garder ça comme tel pour l'instant et à l'étape suivante, nous allons voir comment on pourrait modifier ce genre de données pour que la structure soit optimisée. Nous allons donc maintenant revenir à la présentation pour faire une petite conclusion sur ce calcul qu'on avait fait avec IDEA.
Donc, on a pu calculer un taux d'application de la charge, donc qui était de 70%. On voit ici qu'il est de 66,4. C'est pas bien grave, c'est juste en fait que probablement l'assemblage que j'ai appliqué n'est pas exactement le même qui avait été fait tout à l'heure, mais ça reste assez similaire. Et donc, à partir de ces 66,4%, on fait un calcul inverse, comme pour la méthode analytique, et on se rend compte que la charge de la capacité de la poutre est de 13,28 kN par mètre, ce qui reste inférieur aux 20 kN par mètre. Et donc, on vérifie, comme pour l'analyse analytique, que la poutre ne passe pas le contrôle. Donc, si on compare les deux méthodes, nous avons des résultats très similaires entre le calcul analytique à gauche et le calcul dans Idea Statica qu'on voit à droite. Le message principal est que la poutre est instable et ne passe pas le contrôle. Et les deux méthodes peuvent donc être utilisées. Et la méthode analytique peut simplement être implémentée dans un tableur Excel. Mais le vrai avantage de la solution numérique IDEA est la visualisation graphique des résultats, c'est-à-dire la représentation des formes de flambant qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut aussi sortir la note de calcul directement avec des images, etc. Donc ça reste un petit plus également. Et maintenant qu'on a fini le premier exemple, nous allons passer à un exemple un peu plus complexe. Il reste assez similaire, mais on va lui rajouter quelques difficultés et on va à nouveau calculer avec la méthode analytique et on va la comparer à la solution numérique qu'il y a Statica. Ce que nous allons faire dans cet exemple-là, c'est que nous allons remplacer les appuis simples par des appuis à rigidité inconnue qui vont être probablement de classe semi-rigide. Et nous allons également ajouter des jarrets, donc un jarret du côté gauche, et nous allons rajouter une platine d'about sur la poutre, donc sur le poteau en fait du côté droit. Alors que le jarret qui fait 200 par 600 mm va être placé du côté gauche avec également une platine d'about, bien sûr. Et nous allons également rajouter deux ouvertures de diamètre 120 mm à droite de la poutre. Et en plus, nous allons appliquer une charge locale concentrée de 500 kN par mètre à gauche de la poutre, plutôt à côté du jarret. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, si on veut commencer par la solution analytique, on s'est rendu compte en essayant de la calculer qu'il y a beaucoup de documentation à faire. Donc, nous avons parcouru l'Eurocode et on a consulté au total plus de 80 pages. Et nous n'avons pas réussi en fait, à trouver un moyen de réaliser un calcul exact de ce type de poutre. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'arrivons pas à calculer la rigidité exacte des appuis. Nous ne savions pas comment prendre en compte ces ouvertures. En fait, il n'y a rien dessus qui a été trouvé. Et nous ne savions pas comment prendre en compte la charge locale, qui est aussi excentrée par rapport à l'axe de la poutre. Ce sont donc des facteurs qui nous ont empêchés de vérifier cette poutre de manière exacte avec la méthode analytique. Nous avons donc fait un calcul en négligeant les ouvertures et la charge locale, et nous avons utilisé toutes les combinaisons de rigidité d'appui qui sont présentées dans le tableau de l'Eurocode pour la détermination des longueurs de flambement. Et donc, pour chaque combinaison, nous avons calculé la capacité de la poutre. Comme vous pouvez le voir, si on prend l'hypothèse que la poutre est simplement appuyée comme tout à l'heure, on a des valeurs pour les coefficients égaux à 1 et on a une résistance de 13,6 kN par mètre. Si par contre on suppose que, par exemple, dans l'axe faible, c'est rigide, donc le coefficient passe à 0,5 et la résistance passe à 19,6. Donc on note une réelle différence directement. Et à noter aussi qu'il n'y a pas de valeurs qui sont déjà prédéfinies pour les appuis semi-rigides. Donc, il va falloir soit interpoler, soit essayer d'estimer une certaine valeur. Donc, c'est aussi source d'erreur. Et la dernière hypothèse qui consiste à dire que c'est rigide dans toutes les directions. Dans ce cas-là, la résistance passe à 32,7. Donc, vous voyez la grande différence et la grande amplitude dans les résultats obtenus qui passent de 13,6 à 32,7. Et ce que vous voyez en bleu ici, ce sont les cas où la poutre va être vérifiée, puisque la résistance est supérieure à 20 kN par mètre, qui est la charge appliquée, alors que pour les trois premiers cas qui sont en noir, on a une poutre qui n'est pas vérifiée. Donc, c'est vraiment un résultat qui est très incertain. Il y a beaucoup de sources d'erreurs possibles. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, nous n'avons pas vraiment pu calculer d'une manière exacte cette poutre avec la méthode analytique.
Si on passe maintenant à Ilias Statica Member et comment on a pu faire ça avec cet outil. En fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un moyen assez simple de le faire. On a vu ici une représentation de la poutre d'un Ilias Statica Member et on va aller la voir directement dans le logiciel. Donc, je vous propose de faire la modification directement sur le projet existant. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il suffit d'aller dans la partie de conception et de changer d'abord les assemblages utilisés. Donc, je prends l'assemblage 1 et je vais cliquer sur éditer la tâche. Et je vais remplacer donc la tâche existante par une platine d'about et un jarret. Donc, je vous remets ça ici. Donc, je propose donc de supprimer ce qui a été déjà placé et on va faire une connexion à nouveau avec les topologies préexistantes et je vais prendre ce modèle-là qui contient un jarret et une platine d'about. Donc, on va également supprimer les deux résisteurs dont on n'aura pas besoin. Je vais faire ça assez rapidement. Et donc, au niveau du jarret, je vais d'abord lui changer d'épaisseur. Donc, je vais lui imposer une épaisseur de 5 millimètres. Et au niveau de la largeur, on avait dit que c'était 200 millimètres et 600 pour la profondeur. L'épaisseur de la semelle reste 9 millimètres et on va mettre ici 90 millimètres de largeur pour cette semelle. Pour les soudures, comme d'habitude, on va mettre 4 millimètres et c'est le matériau par défaut. On passe ensuite à la platine d'about. Donc ici, nous allons changer un petit peu les décalages par rapport à la poutre. Donc ici, ça sera 5 millimètres en haut, puis à gauche, on va aller de 10 millimètres, en bas 200 et 10 millimètres ici. Et bien sûr, on va vérifier les soudures qui vont être de 4 millimètres. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon pour cet assemblage-là. Je vais l'enregistrer. On va voir le jarret, voilà, tout apparaît directement dans Diastatica Member également. Et pour la deuxième opération, on va simplement supprimer l'assemblage existant, le remplacer par une platine d'about toute simple. Voilà, donc je supprime ça. On va utiliser l'opération, je pense que vous connaissez, c'est la platine d'about. Et je vais juste changer les décalages, ou probablement non, je vais garder les mêmes. Et je vais juste vérifier les soudures, 4 millimètres, 4 millimètres, et vérifier la création du coup des boulons. Donc là, c'est tout bon également. Donc on va pouvoir cliquer sur enregistrer et fermer cette assemblée. Passons maintenant aux charges. Donc au niveau des charges, ici, on a déjà la charge unique et on va pouvoir la copier et placer notre charge concentrée qui a une intensité de 500 kN par mètre et qui va être appliquée seulement sur une petite partie, donc de 1 mètre à 1,1 mètre ici. Voilà, on la voit ici. Et on va finir par appliquer les ouvertures que nous avons vues. Donc ici, on peut cliquer sur une opération après avoir sélectionné la poutre et sélectionner un trou. Et comme vous pouvez le voir, on pourrait éventuellement rajouter des raidisseurs, on peut rajouter également des coupes, etc., comme on le fait dans la partie assemblage du logiciel. Donc pour ces trous-là, ils seront deux au total. Le delta entre les deux est de 300 millimètres et on va mettre un décalage de 3 mètres à partir du début de la poutre et ils seront de diamètre 120 millimètres. Donc là, la modification géométrique est complète et je viens juste quand même de remarquer que mes boulons n'ont pas été corrigés
Je m'en excuse pour la première tâche, je vais revenir dessus rapidement. Donc voilà, dans la platine, il va juste falloir que je change les positions. Ça va être -60 et -80. Là, on aura -10, 60, 80 et -10. Et là, comme pour tout à l'heure, on peut commencer par un calcul simple avec la méthode MN1. Donc là, on voit que tout est OK. Le contrôle est vérifié et on a une petite classification qu'on voit en vert ici avec une déformée plastique de 0,2% qui est donc vérifiée. Comme d'habitude, on peut cliquer ici pour voir la déformée totale avec la distribution selon les couleurs et on pourrait changer l'échelle ici et on aura toujours une forme qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Si maintenant on passe au calcul du flambement et on relance le calcul, on va à nouveau avoir bien sûr plusieurs formes de voilement, de flambement, pardon, avec les coefficients correspondants. On voit ici le premier qui s'affiche à l'écran, c'est plutôt le mode 2, qui a un coefficient de 3,29. Donc cette fois-ci, on dépasse la valeur de 1. Et c'est pareil pour le premier mode, donc il y a 1,38. Et en fait, la forme reste un petit peu similaire à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, c'est une rotation autour de l'axe de l'élément, ce qui correspond à en fait un déversement qui est le plus dangereux. C'est assez logique puisqu'on reste en fait dans le cas d'une poutre appuyée des deux côtés. Et on pourrait relancer en fait un calcul avec la méthode complète GMNIA en gardant l'imperfection E0 égale 14 mm qui reste inchangée dans ce cas-là. Mais juste un petit mot avant ça, donc on a vu maintenant que cette valeur de l'alpha dépasse 1. Donc théoriquement, c'est devenu stable. Mais d'habitude, on aurait eu un petit peu peur d'appliquer ce genre de modélisation si on n'avait pas un outil comme celui proposé par Diastatic Camembert qui nous permet d'être certain de ce type de calcul. Alors que maintenant, donc, puisque toutes les imperfections, toutes tous les paramètres liés à l'emplacement des charges, à la rigidité des assemblages, tout est bien pris en compte. Donc, on a plus de certitude, on peut faire un peu plus confiance aux résultats obtenus. Et justement, on va aller faire ce calcul GMNIA qui va prendre en compte ces imperfections et on va le lancer. C'est ce calcul-là qui va nous permettre d'effectivement valider ou pas cette modélisation-là pour la poutre. Et on va pouvoir noter la différence avec le premier exemple, normalement. Voilà. Cette fois-ci, en fait, il a réussi à appliquer 100% de la charge qu'on pouvait voir ici, et le contrôle est donc vérifié. Donc, à nouveau, il y a un contrôle des déformations plastiques. Il y a une petite plastification qui apparaît en vert ici et qui ne dépasse toujours pas 0,2% dans les platines. Donc, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est remettre la déformée totale avec les couleurs. Voilà, donc ça correspond à ce qu'on avait eu tout à l'heure, mais cette fois-ci, la poutre passe le contrôle. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, normalement, on pourrait faire confiance au calcul avec cette méthode-là. Revenons donc à la présentation pour donner un petit mot de fin sur cet exemple 2. Donc, si on refait la comparaison, la méthode analytique est donc difficile à résoudre dans ce cas et elle comporte un grand risque d'erreur et nous avons évité cette méthode.
Alors qu'avec Idiostatic Camembert, nous avons pu calculer et valider la stabilité de cette poutre d'une manière assez simple. Et pour conclure le webinaire, nous pouvons dire que la solution analytique est très efficace et très facile à mettre en place, mais pour les cas simples. Si on l'applique dans Excel, le calcul peut être fait en 1 ou 2 minutes, probablement. Mais elle reste limitée à ces cas simples. Donc, si on passe à des cas plus complexes, il faut faire des estimations. Il y a donc un risque d'erreur qui accompagne ces estimations. De l'autre côté, la méthode numérique proposée par Diacetic Camembert peut être un peu moins pratique pour le cas simple, mais en réalité, il suffit de déterminer l'imperfection locale et zéro à partir d'un tableau. Et surtout, ça couvre tous les types de modélisation possibles et le plus important reste la vérification graphique. Nous avons pu voir les formes de ferments dans le logiciel. Nous pouvons voir la distribution des contraintes également. Ceci nous sert à savoir comment nous pouvons renforcer la poutre à travers un changement des assemblages, à travers un renforcement de la poutre, etc. Alors que la méthode analytique ne nous fournit pas ce type d'information, mais juste une valeur indiquant si le contrôle est vérifié ou pas. Donc pour moi, c'est donc la plus grosse plus-value de l'approche utilisée par Diastatic Camembert, cette possibilité de tirer des résultats, les meilleurs moyens de renforcer la poutre et l'optimisme. Et avant de passer à d'éventuelles questions que vous aurez dans le webinaire, nous allons donner un petit mot ici sur l'utilisation, les possibilités d'utilisation d'IA Statica. Donc, il y a la solution indépendante. Ce qu'on vient de faire ensemble, donc, c'est de modéliser directement un élément ou un portique dans le logiciel, sans prendre en compte l'influence de l'intersection globale, puisque celle-ci est déjà prise en compte dans les logiciels de calcul de structure que vous auriez utilisés, tels que SCIA ou Robot, etc. Et cette influence de l'imperfection globale va se traduire dans les efforts appliqués dans les éléments. Il nous suffira juste d'appliquer les imperfections locales comme on l'a vu. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le lien BIM, qui reste une méthode très efficace, puisqu'elle va vous permettre de récupérer le modèle, donc avec les éléments ou même le portique entier, avec les sections, les matériaux, les efforts. Et donc, ces efforts seront déjà calculés par exemple, dans SIA ou Robot ou RFM, en prenant en compte justement ces imperfections globales. Et il suffira d'appliquer les imperfections locales comme on l'a fait dans le projet sur lequel on est parti de zéro. Et pour finir, Idea Statica Member ne se limite pas en termes de géométrie, de topologie, comme Idea Statica Connection. Donc, on peut avoir des structures différentes, allant d'une poutre ou un poteau simple à des portiques avec des positions de charge différentes, avec des formes et des assemblages différents, etc. Et par exemple, on peut avoir une plateforme de toit, comme on peut le voir dans l'exemple ici, où en fait des traverses vont stabiliser la poutre principale latéralement, et ceci est bien sûr incorporé dans l'analyse. Voilà donc ce que j'avais préparé pour vous pour aujourd'hui. Et donc je vais voir, je pense qu'il y a deux questions donc dans le chat. Je vais essayer de voir. La première question, c'est quelle est la forme géométrique utilisée pour représenter E0. Donc, pour représenter E0, en fait, je peux revenir un petit peu dans la présentation. E0 n'est tiré qu'à partir du tableau, donc selon la forme de la section, comme on fait d'habitude à partir des Eurocode. Donc, la représentation de E0 en elle-même n'est pas donnée dans le logiciel. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai mal compris la question. Mais voilà. Et je pense qu'il y avait une autre question que j'arrive plus à retrouver. Un instant, je vais essayer d'agrandir ça. Ah, il y a une autre question. Pourquoi la vérification LBA avec E0 égale 14 mm est la même que LBA avec E0 égale 0? En fait, parce que la vérification avec LBA
donc avec la méthode de calcul linéaire du flambant, ne tient pas encore compte de ces imperfections. Donc les imperfections ne sont prises en compte qu'avec le troisième type de calcul. Donc le deuxième type de calcul, qui est la méthode du flambant, ne donne que la forme de flambant de la structure sans les imperfections. Et à ce moment-là, on va prendre en compte les imperfections pour le calcul complet dans la troisième méthode. Donc c'est un peu ce qu'on ferait par exemple avec SCI Engineer, pour ceux qui connaissent. On fait un calcul de stabilité, on obtient une forme de stabilité avec leurs alpha critiques, ce qu'on a également ici avec IDEA. Et à partir donc de ces imperfections, on va tirer le calcul au second ordre en appliquant ces imperfections dans les combinaisons non linéaires. C'est un petit peu le même principe dans IDEA. Donc, il y avait encore une dernière question. Peut-on définir un angle entre la poutre et le poteau? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ici, dans la définition, si je reviens dans le logiciel, dans la partie de conception, la poutre, elle est définie à partir de certains coordonnées. Donc, et on pourrait lui faire une rotation autour d'elle-même et on pourrait donc éventuellement placer ici dès le départ, quand on crée le projet, si on le fait plutôt avec une forme générale au lieu de la forme de poutre simple, on pourrait ici mettre des coordonnées différentes, donc un z qui ne serait pas égal à 0 pour faire monter la poutre un petit peu. Voilà, ça devrait être fait de cette manière-là. Je vais essayer de voir s'il reste d'autres questions. J'arrive plus à en voir et de toute façon, donc on arrive un petit peu au terme du temps alloué à ce webinaire. Donc je vais essayer de retrouver les autres questions et peut-être, bien sûr, revenir vers vous un peu plus tard. Et n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions également à l'adresse mail générale du support, support@sia.net. Donc merci pour votre attention aujourd'hui et je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire ou bien au support chez SIA. Bonne fin de journée à tout le monde et au revoir.